9 ans à chercher sa fille avec un espoir désespéré. Pourtant, dans un coin tranquille d'un marché de Boston, le millionnaire a soudainement vu les yeux de son enfant le fixer depuis le visage d'une étrange petite fille. Mais en s'approchant, il a découvert un terrible secret qui avait failli être enseveli à jamais. Boston, un après-midi de fin d'automne. Une brise fraîche et vive balayait les rues de la banlieue, emportant les dernières feuilles dorées accrochées aux branches dénudées. Au bout de la route, un petit marché de producteurs touchait à sa fin, les vendeurs commençaient à remballer leurs étals. Parmi les quelques stands encore ouverts, une femme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel noués en un chignon serré, et au visage buriné et sévère, réprimandait une fillette d'une dizaine d'années. La femme, Martha, pointa un doigt vers un panier en osier débordant de légumes frais. « Harper, emporte ce panier chez Monsieur Miller, au bout de la rue. Remets-le-lui directement, et ne traîne pas. » Sa voix était sèche, teintée d'autorité. Harper, une fillette menue dont quelques mèches de cheveux châtain clairs tombaient sur ses grands yeux vert émeraude, hocha légèrement la tête. Le mince manteau gris qu'elle portait semblait engloutir sa frêle silhouette. Elle souleva le panier, lourd pour quelqu'un d'aussi petit, et partit, ses pas silencieux et rapides. Elle savait que si elle était en retard, elle serait réprimandée, ou pire, punie. Elle marchait le long du trottoir. Lorsqu'elle atteignit un tronçon de route plus calme, une fissure béante dans le trottoir apparut soudainement sous ses pieds. Harper n'eut pas le temps de réagir. Le panier lui échappa des mains, son corps menu trébucha avant de heurter durement le sol. Carottes, pommes de terre, tomates, légumes roulèrent sur l'asphalte froid. Une pomme rouge vif rebondit, roulant loin sur la route avant de s'arrêter près du pneu d'une Cadillac Escalade noire, rutilante, qui approchait lentement. Le crissement des pneus fendit brusquement le silence. La Cadillac freina brusquement, le son résonnant dans l'air immobile. Harper se figea, relevant la tête en alarme. Le véhicule s'était arrêté à quelques mètres d'elle. La portière du conducteur s'ouvrit. Un homme grand, aux larges épaules, en costume gris anthracite, en sortit, ses mouvements calmes et délibérés. Ethan Thorne. Son visage portait les marques de l'adversité, mais ses yeux d'un bleu acier conservaient un regard perçant et déterminé. Il regarda la petite fille assise par terre au milieu des légumes éparpillés. Sans un mot, Ethan s'avança, se mettant à genoux pour être à sa hauteur. Il commença à ramasser chaque carotte, chaque pomme de terre, les replaçant soigneusement dans le panier. Sa main se referma sur une tomate d'eau posée juste à côté de la petite main de Harper. Quand il leva les yeux, son regard se posa sur son visage. Les yeux, d'un vert émeraude clair, emplis de peur et d'une tristesse indicible, trop familiers. Chaque trait de ce jeune visage, du petit nez aux lèvres douces et pincées, était comme un faible écho miniature du visage qu'il avait cherché et désiré pendant 9 ans. Une vague de choc et d'incrédulité le submergea, réduisant momentanément au silence tous ses sens. Harper sentit le regard de l'homme sur elle. Elle baissa les yeux, évitant l'intensité de son regard. Ses petites mains bougèrent rapidement, ramassant les légumes avec une hâte nerveuse, désespérée de mettre fin à cette rencontre. Elle avait peur d'être en retard et d'affronter la colère de Martha. La peur était palpable dans chacun de ses mouvements. À cet instant, une voix sèche et mordante retentit du fond de la rue. « Harper, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es en retard. » Martha apparut, marchant rapidement vers eux, et aperçut Ethan à genoux pour aider Harper à ramasser les légumes. Son visage changea instantanément, se vidant de ses couleurs tandis qu'un éclair de colère froide et perçante, mêlé de suspicion méfiante, illuminait ses yeux. Sans un mot à Ethan, elle saisit le bras de Harper et tira la fillette sur ses pieds. « Allez, bouge-toi » aboya Martha, sa voix basse et tendue. Elle entraîna Harper avec une force qui montrait clairement qu'elle voulait effacer toute trace de cette rencontre. Ethan se leva, tendant instinctivement la main comme pour les retenir. « Attendez, comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il, sa voix chaude et grave teintée d'urgence. Martha ne regarda pas en arrière, tirant Harper avec elle. La fillette, ses yeux bleus toujours tournés vers lui dans un dernier regard, resta silencieuse comme une poupée désarticulée. Et puis elle disparut, engloutie avec Martha au coin de la rue, laissant Ethan seul sur la rue vide, son cœur battant et 1000 questions tourbillonnant dans son esprit. Ses yeux bleus, était-ce vraiment possible? Rien de plus qu'une cruelle coïncidence? La pâle lumière de l'après-midi à Boston ne parvenait toujours pas à réchauffer l'âme d'Ethan Thorne.
L'image des yeux bleus de la petite Harper le hantait, faisant pâlir tout ce qui l'entourait. Le nom de Harper et le visage inconnu de la femme nommée Martha flottaient dans son esprit, tentant de se connecter à une douleur endurcie au fil des ans. Il resta là, immobile, dans la rue vide. Et puis, comme un coup violent, un souvenir enfoui depuis 9 ans lui revint en mémoire. 9 ans plus tôt, l'Interstate 90 était enveloppé d'un déluge un après-midi d'octobre. De fortes pluies martelaient le pare-brise, brouillant la vue au milieu du trafic dense. L'Audi Q5 argenté de Lorraine, la femme d'Ethan, avançait à un rythme régulier et prudent. Sur la banquette arrière, un siège auto rose pâle pour enfants était solidement attaché. À l'intérieur, Harper, âgé de 8 mois, dormait profondément, sa respiration régulière, ses petites mains serrant un ours en peluche doux. Lorraine souriait dans le rétroviseur, ses yeux remplis d'affection alors qu'elle regardait sa fille. Elle rentrait de chez ses parents en banlieue, à quelques kilomètres seulement. Soudain, un klaxon strident brisa le silence étouffé de la pluie. De derrière, une camionnette rouillée et cabossée, d'un bleu foncé, fonçait sur elle comme un missile. Pas de clignotant, pas de frein. Le camion percuta le côté de la voiture de Lorraine avec une force dévastatrice. Bang! Le son perçant du métal se froissant, du verre explosant et des pneus crissant déchira la tempête. L'Audi tourbillonna plusieurs fois sur la route glissante comme un jouet jeté, avant de s'écraser violemment contre le terre-plein central en béton. De la fumée s'échappa du moteur broyé. En quelques minutes, le lieu de l'accident était devenu une scène de chaos. Les sirènes des ambulances et de la police déchiraient la pluie, leurs lumières rouges et bleues clignotant sans relâche, illuminant des éclats de métal et de verre éparpillés sur le trottoir. Les équipes de secours se précipitèrent. Ils ouvrirent l'Audi déformé. Lorraine fut retrouvée toujours au volant, immobile. Les ambulanciers la examinèrent d'urgence, puis secouèrent la tête. Elle n'avait pas survécu. Lorsqu'ils se déplacèrent vers la banquette arrière, une vérité horrible apparut. Le siège auto rose pâle était toujours en place, mais vide. L'ours en peluche gisait sur le sol, seule trace d'une petite vie fragile. Mais Harper avait disparu. Il n'y avait aucune trace d'elle nulle part sur les lieux. Avant l'arrivée de la police, personne ne l'avait vue sortir du véhicule. À des centaines de kilomètres à l'est, dans un appartement de luxe à New York, Ethan Thorne était assis dans son bureau, concentré sur une pile de documents. Il était au milieu d'une réunion en ligne tendue, travaillant à finaliser un accord majeur. Le son strident de son téléphone portable interrompit sa concentration. C'était un appel du service de police de Boston. Ethan décrocha. Ethan Thorne à l'appareil. La voix à l'autre bout était froide, portant la nouvelle la plus dévastatrice de sa vie. Chaque mot le frappa comme un couteau droit au cœur. Accident. Lorraine morte. Harper disparut. L'écran de l'ordinateur se brouilla, les papiers lui glissèrent des mains. Le monde entier d'Ethan s'effondra. L'enquête commença immédiatement. Les détectives découvrirent rapidement quelque chose d'inhabituel. La camionnette impliquée dans l'accident n'avait pas de plaque d'immatriculation, et le conducteur avait fui les lieux instantanément. Après des jours d'enquête acharnée, une piste commença à émerger. La police soupçonnait Caleb Hay, un ancien partenaire commercial d'Ethan dans un grand projet technologique. Des mois plus tôt, Ethan avait traîné Caleb en justice pour fraude, lui coûtant des millions de dollars et détruisant sa réputation. Caleb avait juré de se venger. Juste après l'accident, Caleb est disparu des États-Unis dans des circonstances mystérieuses, ne laissant aucune trace. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe reliant Caleb à l'accident, tous les signes le désignaient comme le cerveau. Mais sans Harper et sans Caleb, l'affaire était dans une impasse. Ethan sombra dans une douleur insupportable. Il avait perdu Lorraine, l'amour de sa vie, et Harper, la petite fille qu'il n'avait jamais eu la chance de voir grandir. La douleur creusa un vide abyssal en lui. Il se retira du monde extérieur, vivant dans l'isolement et se jetant obsessivement dans le travail, comme si s'y enfouir pouvait l'aider à fuir la réalité. Pendant 9 longues années, l'image de ce siège auto vide dans l'épave broyée le hantait. C'était une blessure qui ne cicatriserait jamais, un rappel constant d'une perte irremplaçable. Choc, angoisse, rage, impuissance. Ces émotions avaient façonné l'homme qu'Ethan était devenu. Et maintenant, une petite fille avec exactement les mêmes yeux bleus. Pourrait-elle être la réponse après 9 ans d'attente? Si vous étiez à sa place,
croiriez-vous que l'enfant d'un étranger pourrait vraiment être votre propre fille? La nuit était tombée sur Boston, mais elle n'apportait aucune paix à Ethan Thorne. Il se tenait près des fenêtres du sol au plafond de son Penthouse, les yeux fixés sur la Charles River scintillante sous les lumières de la ville. De cette hauteur, la ville entière semblait être à ses pieds, pourtant son esprit avait dérivé à des kilomètres, vers une rue de banlieue tranquille, et surtout, vers les yeux vert émeraude d'une petite fille nommée Harper. 9 ans. 9 ans qu'il vivait dans le vide et le tourment, se demandant sans cesse quel était le destin de sa fille. Pendant tout ce temps, il s'était forcé à abandonner l'espoir, enfouissant la douleur juste pour continuer à avancer. Mais un seul regard, une rencontre fugace dans une rue inattendue, avait suffi à briser la forteresse qu'il avait construite autour de lui. Dormir était hors de question. Ethan retourna dans son bureau, un espace luxueux avec un bureau en acajou poli, d'imposantes bibliothèques et un grand écran d'ordinateur. Pourtant, le raffinement ne faisait que le rendre plus froid, tout comme la vie qu'il avait choisie pour lui-même. S'asseyant, il alluma l'ordinateur, ses doigts bougeant rapidement sur le clavier. Il savait que le marché de producteurs n'était pas un endroit où Martha était habituellement vue. Ce seul fait le préoccupait. Et avec sa position et ses ressources, Ethan pouvait aller bien au-delà de ce que les gens ordinaires pouvaient faire. Il commença à creuser. D'abord, le système de caméras de sécurité du quartier. Utilisant ses contacts personnels, Ethan accéda au flux de surveillance publique et aux caméras privées à proximité. Clip après clip défilaient rapidement, des images floues clignotant sur l'écran, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Un flux d'un dépanneur voisin était plus net, plus clair. Dans les images, Harper apparaissait, portant le même manteau gris familier, marchant sur le trottoir à côté de Martha. Les deux avaient été vus ensemble plusieurs fois ces dernières semaines, suivant toujours les mêmes itinéraires, principalement vers et depuis le marché. Aucun homme ne les accompagnait, seulement les deux femmes et la fillette. Le schéma rongeait Ethan. Creusant plus profondément, il chercha dans les bases de données des résidences et des inscriptions scolaires. Utilisant le nom Harper, entendu de Martha et estimant l'âge de la fillette, il lança la recherche. Rien. Aucune inscription scolaire officielle sous le nom de Harper dans aucune école publique ou privée de Boston ou des environs pour une enfant d'âge scolaire. C'était très inhabituel, et cela ne faisait que renforcer les soupçons d'Ethan, cette petite fille était cachée. Plus il découvrait, plus le soupçon devenait lourd. Mais à côté de cela, une étincelle d'espoir fragile mais tenace commença à croître. Pour la première fois en 9 ans, Ethan s'autorisa à la ressentir, le sentiment que Harper pouvait encore être en vie et proche, si proche. Il tendit la main vers le téléphone de bureau et composa un numéro familier. Mitchell, répondit une voix de femme, professionnelle, froide. Sarah, c'est Ethan. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Sa voix était grave, mais portait une urgence qu'il ne pouvait tout à fait masquer. L'agent spécial Sarah Mitchell avait travaillé avec Ethan sur l'affaire Caleb il y a 9 ans. Elle était l'une des rares personnes qui le comprenaient vraiment, et l'une des rares qui n'hésitait jamais à dire la vérité. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Ethan lui donna la version courte, la rencontre fortuite au marché de producteurs, les yeux verts, la femme nommée Martha, et le fait que la petite fille n'avait aucun dossier scolaire. À l'autre bout de la ligne, Sarah resta silencieuse pendant quelques secondes avant d'expirer. Ethan, tu as été trompé par l'espoir trop souvent, et chaque fois tu es tombé encore plus profondément. Je ne veux pas te voir retomber dans ce cycle juste à cause de quelques détails similaires. Je comprends, mais cette fois, c'est différent. Différent comment? Tu vois un enfant avec des yeux comme ceux de Harper, et tu te convaincs qu'elle est ta fille. Tu sais que quelqu'un comme Caleb est un expert pour tendre des pièges émotionnels. Ne laisse pas le passé obscurcir ton jugement. La voix de Sarah était lente, mais elle ne pouvait cacher son inquiétude. Ethan serra plus fort le téléphone. Il regarda la Charles River, les lumières scintillantes comme des fragments de souvenirs éparpillés qui ne s'assembleraient jamais tout à fait. Je ne peux pas abandonner, Sarah. Même s'il n'y a qu'une chance de 1%, je vais jusqu'au bout. La ligne resta silencieuse un instant avant que Sarah ne parle doucement. D'accord, mais je te préviens. Si tu continues, il n'y aura pas de retour en arrière. Et cette fois, le danger ne se limitera pas à la perte. Ethan ferma les yeux. Aide-moi juste à la retrouver. Je suis prêt. Et même si sa foi était minime,
il s'y accrochait, car la foi, aussi fragile soit-elle, avait le don de mener aux chemins les plus inattendus. Alors qu'Ethan Thorne était plongé dans ses spéculations et ses plans dans son luxueux Penthouse, une pensée s'insinua soudain. Se faisait-il des illusions? Un simple regard pouvait-il vraiment suffire à briser 9 années passées à se dire d'oublier? Chaque autre fois, lorsqu'il avait suivi une piste pour ne rien trouver, il perdait un peu plus de sa confiance en lui-même. L'idée d'arrêter, de fermer tous les dossiers, de laisser le passé reposer, commençait à devenir dangereusement tentante. Cette nuit-là, Ethan s'endormit sur le canapé, toujours vêtu de son costume. Dans son rêve, Harper, celle d'il y a 9 ans, un bébé de 8 mois seulement, tendait la main vers lui, ses yeux bleus débordant de confiance. Mais au moment où il la touchait, cette petite main glissait dans l'obscurité. Ethan se réveilla en sursaut, la sueur froide imbibant le dos de sa chemise, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Il resta assis en silence un long moment, regardant la ville endormie sous les lumières dorées des rues, et comprit, il ne se pardonnerait jamais s'il laissait passer cette chance. Même si ce n'était qu'un espoir de 1%, il devait essayer au moins une fois de plus. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, la vie de Harper se poursuivait dans la dureté d'une banlieue pauvre. La maison louée délabrée de Martha était coincée entre d'autres habitations vétustes, avec des murs écaillés et des fenêtres tachées de mousse. Le vent sifflait à travers les interstices de la porte, apportant l'odeur de moisi de l'humidité et le grincement des gonds qui résonnaient comme des plaintes. Tôt le matin, avant que le premier rayon de soleil ne puisse s'infiltrer par la fenêtre poussiéreuse, Harper fut tiré de son sommeil. « Harper, lève-toi. Le soleil est déjà levé et tu es toujours couché. » La voix stridente de Martha résonnait dans la cuisine exiguë. Une ampoule jaune et terne pendait du plafond, sa faible lumière ne suffisant qu'à révéler les taches sur les murs et l'odeur lourde et rance des restes de la nuit. Harper laissa échapper un léger gémissement, son petit corps se décollant paresseusement du lit mince et emmêlé. Ses yeux bleus étaient encore lourds de sommeil, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas tarder. Elle suivit rapidement sa routine habituelle, se brosser les dents, s'éclabousser le visage d'eau froide, puis commencer le petit déjeuner. Son propre repas n'était que quelques tranches de pain avec de la charcuterie et un verre d'eau. Celui de Martha était différent. Martha s'assit à table, ordonnant à Harper de griller du pain, de casser des œufs, de préparer du café. « Dépêche-toi, arrête de traîner. La marchandise doit être au marché tôt. » grommela Martha alors que Harper débarrassait les plats. Après le petit déjeuner, Harper devait transporter de grands sacs de légumes au marché. La rosée du matin s'accrochait encore aux feuilles, et le vent mordait sa peau. Son manteau gris habituel ne suffisait pas à la garder au chaud. Elle marchait la tête baissée, faisant de son mieux pour équilibrer le poids dans ses bras. Sa vie était une succession de tâches répétitives, obéissant aux ordres de Martha. Elle n'allait pas à l'école. Elle n'avait pas d'amis. Son monde était confiné à cette maison exiguë et au marché bruyant. Ce midi-là, au marché, alors qu'elle aidait Martha à réorganiser l'étal, un petit incident se produisit. Épuisée et les mains engourdies et glacées, Harper laissa accidentellement tomber un panier de tomates mûres. Les fruits rouges éclatèrent sur le sol. « Petite maladroite. Qu'est-ce que tu fais? C'est de l'argent. Va te tenir là-bas, dehors, dans le froid, et réfléchis à ce que tu viens de faire. » aboya Martha, le visage rouge de colère. Elle désigna l'espace ouvert derrière l'étal, où le vent frappait de plein fouet. Harper baissa la tête, ses mains serrées. Elle savait qu'elle avait fait une erreur. Elle se plaça à l'endroit de la punition, immobile et silencieuse, essayant de ne pas frissonner de froid. La piqûre de l'humiliation monta, mais elle était bien trop habituée à ravaler ses larmes. Pendant que Martha était occupée avec les clients, son téléphone sonna. Elle se précipita vers un coin plus isolé, sa voix baissant le ton. Mais Harper, avec les oreilles fines d'une enfant qui avait appris à rester alerte, entendit quand même quelques mots, la fille, livrée quand il le faudra. La voix de l'homme à l'autre bout était celle d'un étranger, calme mais portant une autorité indéniable. Caleb. Le nom traversa l'esprit de Harper. Elle avait entendu Martha le mentionner à quelques reprises, toujours avec peur et obéissance. Chaque fois que Martha recevait un appel de cet homme mystérieux, son comportement changeait. Parfois, elle devenait docile et déférente, d'autres fois, elle devenait encore plus dure avec elle. Ces appels s'accompagnaient presque toujours des mêmes mots que Martha répétait comme un mantra cruel, « Ton père t'a abandonné. Tu n'as personne d'autre que moi. »
Tu ferais mieux de bien te comporter si tu veux un endroit où vivre. Chaque fois que ces mots étaient prononcés, ils s'enfonçaient plus profondément dans l'esprit de Harper, plantant la conviction qu'elle était une enfant indésirable, laissée pour compte sans personne qui se souciait d'elle. Assise dans l'ombre, observant secrètement Martha parler au téléphone, Harper sentit une peur vague et insidieuse s'installer. Elle avait peur d'être livrée, peur du long voyage que Martha mentionnait parfois en parlant avec Caleb. Elle pensa à l'étranger aux yeux chaleureux qu'elle avait rencontré au marché ce matin-là, l'homme qui l'avait aidé à ramasser les légumes éparpillés. C'était la première fois qu'une personne qu'elle ne connaissait pas se montrait gentille avec elle. La petite main de Harper glissa lentement dans la poche de son manteau. Elle en sortit un morceau de papier froissé. Les mots, griffonnés au crayon estompé, portaient un numéro de téléphone et une adresse, Pat's Café. Pat Miller, la propriétaire du café du coin, lui donnait parfois une tasse de chocolat chaud ou un cookie si Harper l'aidait à balayer le trottoir. C'était la seule personne en ville qui lui avait montré de la gentillesse. Harper avait discrètement gardé ce morceau de papier caché pendant longtemps, comme un fragile fil d'espoir. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle en ferait un jour, mais elle savait qu'un jour, elle en aurait peut-être besoin. La vie de Harper était une cage scellée, étouffante et pleine de résignation, pourtant, au fond d'elle, une faible lueur d'espoir vacillait toujours, même si elle ne comprenait pas tout à fait ce que cela signifiait. Après l'appel téléphonique avec Sarah Mitchell, Ethan Thorne ne tenait plus en place. Le mélange d'inquiétude et d'espoir le poussa à agir. Il se souvint soudain de la fois où il avait rencontré Harper au marché de producteurs, lorsqu'elle tenait une tasse en papier avec le logo du chocolat chaud de Pat, et avait discrètement mentionné que Mademoiselle Pat lui en donnait parfois. Pat Miller, une ancienne vendeuse du marché, pourrait être la seule personne à savoir qui était Harper. Habituellement, c'était la première piste qu'il devait suivre. L'après-midi suivant, Ethan se rendit au coin où se trouvait le Pat's Coffee Shop. Le magasin était petit et confortable, avec des tables en bois usé et l'arôme chaleureux de grains de café fraîchement torréfiés. Pat Miller, une femme d'âge moyen aux cheveux blonds bouclés et au sourire doux, essuyait le comptoir. Ethan entra et commanda un café noir. Lorsque Pat posa la tasse, il engagea la conversation. « Bonjour, je suis Ethan Thorne. J'aimerais vous poser une question à propos d'une petite fille. » Il décrivit Harper, insistant particulièrement sur ses yeux bleus et son manteau gris. Pat arrêta d'essuyer et son expression changea. « Oh, la petite Harper. Pauvre chose. Elle passait par ici pour m'aider avec quelques petits boulots. Parfois, je lui donnais un peu de nourriture parce qu'elle avait toujours l'air si maigre. A-t-elle déjà parlé de sa famille? De ses parents? Demanda Ethan, d'une voix égale. Pat secoua la tête. Jamais, monsieur. Elle n'a jamais mentionné son père, ni aucun parent à part Martha. Elle semblait toujours très timide, comme si elle avait peur que quelqu'un la voie. Dès qu'elle apercevait une voiture inconnue s'arrêter à proximité, elle se recroquevillait ou trouvait le moyen de se cacher. J'ai aussi trouvé cela étrange. Elle est assez âgée pour aller à l'école, pourtant elle n'y est jamais allée. Elle traînait toujours avec Martha. Les mots de Pat Miller étaient comme du sel sur une plaie ouverte, pourtant ils étaient aussi de précieuses pièces du puzzle. Jamais mentionné son père. Cette phrase résonnait dans l'esprit d'Ethan, renforçant ses soupçons sur Caleb. A-t-elle des passe-temps, ou a-t-elle déjà laissé quelque chose ici? Demanda Ethan, une lueur d'espoir dans les yeux. Pat réfléchit un instant, puis esquissa un léger sourire. Oh, oui. Harper adorait dessiner. Parfois, je lui donnais quelques feuilles de papier et de vieux crayons de couleur, et elle commençait à dessiner. Voyons voir. Pat se rendit derrière le comptoir, fouillant dans un vieux tiroir. Elle revint avec une feuille A4 froissée, pliée en 4. Tenez. Mon garçon l'a trouvée à la poubelle il y a quelques semaines. Harper l'a dessinée. C'est bizarre, vraiment étrange pour elle de dessiner ça. Pat posa le dessin sur la table devant Ethan. Ethan le prit. Le dessin était simple et innocent, clairement l'œuvre d'un enfant. Il représentait une petite maison au bord d'une rivière d'un bleu vif. La maison avait un toit de tuiles rouges, quelques vieux arbres autour, et au loin, un pont enjambant la rivière. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. La maison, la rivière, le pont. C'était exactement comme son ancienne maison en banlieue, celle qu'il avait vendue après l'accident de Lorraine.
Cette maison était juste à côté de la Charles River, et de la fenêtre du salon, on pouvait voir le familier Pont Zakim. Loren avait adoré cette maison. Il avait autrefois montré à la petite Harper des photos d'elle, lui racontant leurs rêves pour leur vie là-bas. Une puissante vague d'émotion submergea la poitrine d'Ethan. Ce n'était plus seulement un soupçon. C'était une preuve émotionnelle. Seule Harper aurait pu dessiner cette maison avec autant de précision, la maison où elle avait passé les 8 premiers mois de sa vie, ou du moins, qu'elle avait vue sur ses précieuses photographies. Au même moment, dans une petite salle de conférence au bureau du FBI de Boston, Sarah Mitchell était assise devant un écran d'ordinateur, face à un jeune collègue. Elle venait de recevoir un rapport préliminaire des bases de données de surveillance. « Du nouveau, Sarah ?» demanda son collègue. Sarah fit défiler l'écran. Beaucoup sur cette femme nommée Martha. Nom complet Martha Jenkins. Petit casier judiciaire, mais voici le plus important. Elle pointa une ligne dans le rapport. Martha Jenkins a été documentée apparaissant aux côtés de Caleb et dans plusieurs anciens dossiers de surveillance d'il y a 9 ou 10 ans, liés à des activités illégales mineures. Elle était autrefois un petit maillon dans le réseau de Caleb, s'occupant de courses, de dissimulation d'informations. Son collègue laissa échapper un léger sifflement. Donc il y a un lien direct ? Difficile à croire. Difficile à croire, mais tout à fait possible, répondit Sarah, son ton devenant plus sérieux. Si cette petite fille est vraiment la fille d'Ethan, alors Caleb l'a eue toutes ces années. Martha Jenkins pourrait être celle qui la gardait et l'élevait sous sa direction. Sarah appela immédiatement Ethan. Ethan, c'est Sarah. J'ai des nouvelles. Elle lui raconta le lien entre Martha et Caleb. Tout concorde, Ethan. Il semble que ton intuition était juste. Ethan, tenant toujours le dessin de Harper dans ses mains, sentit un choc le traverser tout entier lorsqu'il entendit la voix de Sarah. Surprise, émotion et une vague d'espoir, plus forte que tout ce qu'il avait ressenti depuis des années. La première pièce du puzzle était tombée en place. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était une confirmation. Merci, Sarah, dit Ethan, sa voix légèrement rauque d'émotion. Je dois la voir. Cette fois, je vais lui dire la vérité. Fais attention, Ethan, avertit Sarah. Maintenant tu as une raison d'agir, mais cela signifie aussi que Caleb pourrait réaliser que tu la cherches. Ne le laisse pas savoir que nous avons découvert cela. Ethan hocha la tête, même si Sarah ne pouvait pas le voir. Il plia soigneusement le dessin et le glissa dans la poche intérieure de sa veste de costume. La détermination l'envahit. Il n'attendrait plus. Il approcherait Harper cette fois en tant que son père. Le vent glacial de l'hiver balaya cet après-midi-là, chassant les dernières traînées de soleil. Ethan Thorne gara sa Cadillac Escalade noire à une courte distance du marché de producteurs, assez loin pour ne pas attirer l'attention, mais assez proche pour surveiller. Il avait passé tout l'après-midi à observer, attendant le bon moment. Depuis qu'il avait vu le dessin de Harper et obtenu des informations de Sarah, Ethan n'avait pas pu réprimer le désir de la revoir, de lui parler et de confirmer chacun de ses soupçons. Finalement, le moment qu'il attendait arriva. Martha fit signe à Harper de porter un petit panier de marchandises à un client dans la ruelle derrière le marché. C'était une ruelle sale, jonchée de détritus, éclairée seulement par la faible lueur jaune d'un seul lampadaire. Un endroit parfait pour Ethan pour approcher Harper sans que Martha ne le repère immédiatement. Il attendit que Harper tourne dans la ruelle déserte, puis il sortit de sa voiture et la suivit tranquillement. Il voulait l'approcher de la manière la moins menaçante possible. Alors que Harper approchait du bout de la ruelle, Ethan accéléra juste assez pour la rattraper. « Harper » appela-t-il doucement. Harper sursauta et se retourna. Ses yeux bleus familiers s'écarquillèrent, méfiants. Elle reconnut l'homme qui l'avait aidé à ramasser les légumes au marché l'autre jour. Sa prise se resserra sur l'anse du panier, prête à s'enfuir. Ethan tendit lentement la main. Il y avait un petit paquet enveloppé de papier, encore chaud. « Salut. J'ai pensé qu'il faisait trop froid, alors je t'ai acheté du chocolat chaud, dit-il doucement, essayant d'apaiser la peur dans ses yeux. Harper regarda le paquet, puis le visage d'Ethan. La prudence était toujours là, mais le vent mordant et la douce odeur de chocolat semblèrent l'adoucir. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti une telle gentillesse de la part d'un étranger. Elle hésita un instant, puis tendit lentement la main pour le prendre.
Sa main était glacée. Merci, murmura Harper, sa voix à peine audible. Elle serra la tasse, laissant sa chaleur imprégner ses paumes. Levant la tête, ses yeux bleus rencontrèrent de nouveau le regard d'Ethan. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» demanda-t-elle, sa jeune voix mêlée de curiosité et de peur. C'était la question qu'Ethan espérait. Il esquissa un sourire léger et doux amer. « Parce que je pense que je te connais depuis très longtemps, Harper. » Il ne pouvait pas en dire plus, pas maintenant. Il devait semer une graine dans son esprit, une question plus grande sur son propre passé, sans l'effrayer. Les petits sourcils de Harper se froncèrent légèrement. Elle ne comprenait pas, mais ces mots avaient déjà semé la confusion et la curiosité en elle. Le bref échange se termina lorsqu'Harper entendit Martha l'appeler de loin. Elle inclina rapidement la tête vers Ethan, puis se retourna et courut, disparaissant au bout de la ruelle. Ethan resta là, observant la petite silhouette de sa fille jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Il pouvait encore sentir la chaleur du chocolat chaud, mais à côté de cela, une sensation grandissante de malaise l'envahissait. Il savait qu'il s'aventurait sur un terrain dangereux. Et en vérité, Ethan n'était pas seul dans cette ruelle. Plus loin, caché derrière une grande poubelle, Kyle Dawson, un ancien homme de main de Caleb, avait observé toute la scène. Il leva son téléphone, prenant plusieurs photos granuleuses d'Ethan et Harper, et les envoya directement à Caleb. Le téléphone de Caleb sonna dans sa cachette, dans un quartier industriel abandonné. Il ouvrit le message et vit les photos. Son visage s'assombrit. Ethan Thorne. Il ne pouvait pas se tromper. Caleb avait pensé qu'Ethan avait complètement abandonné. Il s'était trompé. Ethan entrait en contact avec Harper. Caleb appela immédiatement Martha. Sa voix était sèche, empreinte de colère et d'avertissement. « Écoute-moi, Martha. Garde cette fille près de toi. Ne la laisse parler à aucun étranger, surtout pas à cet Ethan Thorne. Si elle te glisse entre les doigts, tu sais exactement ce qui va se passer. » Martha, occupée à s'affairer au marché, se figea soudain. Elle regarda la petite silhouette de Harper s'éloigner, une vague d'inquiétude et de peur montant en elle. Elle réalisa que leur petit jeu n'était plus sûr. Pour Harper, la rencontre avec Ethan était une étincelle de chaleur inattendue dans sa vie autrement froide, plantant dans son cœur une curiosité tranquille et un vague sentiment que quelque chose lui avait été caché. Elle ne lui faisait pas entièrement confiance, mais elle ne repoussait pas non plus entièrement cette gentillesse. Pourtant, le lien invisible qui la liait à Martha, ainsi que la peur des réprimandes et des punitions, persistait, la forçant à continuer à vivre avec une prudence retenue. La nuit. Le pantouse d'Ethan Thorne était enveloppé de la faible lueur de son écran d'ordinateur. Nombres, graphiques et dossiers d'enquête entremêlés remplissaient l'espace. Ethan était assis là, sa chemise froissée, le visage marqué par la fatigue, mais ses yeux restaient vifs. La rencontre avec Harper n'avait fait qu'intensifier son inquiétude et sa détermination au centuple. Depuis cette rencontre avec Harper dans l'allée, Ethan avait été beaucoup plus prudent. Quand il lui avait tendu la tasse de chocolat chaud, il avait délibérément glissé une petite sucette emballée. Après que Harper soit parti, il avait fait un détour pour fouiller la zone. La chance lui avait souri. Elle avait accidentellement laissé tomber le bonbon près de l'endroit où il s'était tenu. Il l'avait ramassé, sans être vu par personne. Son seul but était d'obtenir un échantillon biologique de la fillette, que ce soit de la salive sur l'emballage ou un cheveu égaré, pour un test ADN. C'était le seul moyen d'obtenir une confirmation scientifique au-delà de l'instinct ou des preuves circonstancielles. Immédiatement après, Ethan avait envoyé l'échantillon au laboratoire privé le plus fiable qu'il connaissait, demandant un résultat urgent. Chaque heure qui passait était une attente angoissante. Pendant ce temps, au bureau du FBI de Boston, l'agent spécial Sarah Mitchell travaillait sans relâche. Les informations qu'Ethan avait fournies sur Martha et Harper, ainsi que sa propre connexion antérieure avec Caleb, avaient déclenché une enquête beaucoup plus vaste. Sarah avait mobilisé son équipe pour fouiller chaque recoin du passé et du présent de Caleb. Les premiers résultats arrivèrent. Sarah reçut un rapport détaillé sur les dossiers financiers et les activités clandestines de Caleb au cours des 9 dernières années. Il n'avait pas disparu du monde criminel, au contraire, il avait bâti un nouvel empire. « Ethan, » dit Sarah, sa voix grave, « nous avons trouvé plus. Caleb n'a pas seulement survécu, il prospère. Il s'est associé à Victor Petrov,
un notoire baron de la contrebande. Petrov est spécialisé dans le déplacement de marchandises de contrebande, d'armes et de stupéfiants via le port de Boston. Caleb gère son réseau de distribution et de blanchiment d'argent. Le poing d'Ethan se serra. Donc il est toujours corrompu. Plus que corrompu, Ethan. C'est un maillon essentiel. Et son motif, d'après ce que nous avons recueilli, n'est pas seulement l'argent. Il a fait faillite après ton procès il y a 9 ans, a perdu tous ses grands projets, sa réputation ruinée. Il a gardé une rancune profonde depuis. Sarah marqua une pause avant de poursuivre. Il ne veut pas seulement la richesse. Il veut t'humilier, te prendre la chose la plus précieuse que tu es, ta famille. Les mots de Sarah poignardèrent directement la poitrine d'Ethan, mais ils étaient aussi l'explication la plus claire à ce jour. La haine de Caleb était devenue si dévorante qu'elle le poussait à orchestrer une tragédie impensable, à voler la femme d'Ethan et à retenir sa fille pendant 9 longues années dans le cadre d'un acte de vengeance calculé. Une rage brûlante submergea Ethan, consumant toute autre pensée. Au même moment, dans un appartement caché, niché dans un coin sombre de la ville, Caleb arpentait la pièce, le téléphone pressé contre son oreille. Sa voix était sèche, presque sifflante. « Es-tu sûr que la fille lui a parlé, Martha ? Sais-tu seulement ce que tu as fait ?» À l'autre bout, Martha se recroquevilla, sa voix tremblante. « Je ne savais pas qui était cet homme, un certain Ethan Thorne ou je ne sais quoi. Mais la fille, elle a commencé à me poser des questions sur son père. Elle a demandé pourquoi elle n'avait pas de parents comme les autres enfants. Je lui ai dit que son père l'avait abandonnée, mais elle n'arrêtait pas de me regarder en douce. » Balbutia Martha, la peur étouffant chaque mot. Elle aussi sentait la pression croissante de Harper. « Quoi, elle pose déjà des questions ?» grogna Caleb. « Bon sang, je t'ai dit de la garder bien enfermée. C'est comme ça que tu gères les choses ? Écoute-moi, Martha. Si elle commence à se douter de quelque chose, agis maintenant. Si tu dois le faire, déplace-la ailleurs, là où personne ne pourra jamais la trouver. Tu comprends ? Tout de suite. » Caleb raccrocha. Il regarda par la fenêtre, les yeux froids. Ethan Thorne se rapprochait. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Harper était sa dernière carte, celle qu'il avait si durement gardée enfermée pendant 9 ans, pour maintenir le contrôle et exécuter son plan de vengeance plus large. Ethan reçut un appel de Sarah quelques instants plus tard. « Ethan, la voix de Sarah était urgente, il semble que nous manquons de temps. J'ai une information interne, Caleb prévoit de déplacer Harper. Si nous n'agissons pas vite, elle disparaîtra de nouveau. » À cet instant, une notification par email clignota sur le téléphone d'Ethan. C'étaient les résultats du test ADN. Ses mains tremblèrent alors qu'il l'ouvrait. Les lettres en gras indiquaient « Probabilité de relation père-enfant biologique, 99,99%. » Une vague d'anxiété, de fureur et une résolution inébranlable submergea Ethan. Il avait maintenant une preuve irréfutable. La menace de perdre Harper une deuxième fois planait plus grande et plus réelle que jamais. Il ne laisserait pas sa fille lui échapper à nouveau, jamais. Caleb paierait. Il était temps de mettre fin à ce jeu du chat et de la souris une fois pour toutes. Les informations de Sarah Mitchell concernant le projet de Caleb de déplacer Harper, combinées aux résultats ADN indéniables, ont propulsé Ethan Thorne dans une action décisive. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir, plus de place pour l'hésitation. Tout devait se passer vite. Sans tarder, Ethan se rendit directement au bureau du FBI de Boston. Dans une petite salle de conférence, une grande carte de la ville était étalée sur la table entre lui et Sarah Mitchell. La lumière fluorescente froide projetait une lueur dure sur leur visage grave. « Quel est le plan, Sarah ?» demanda Ethan, sa voix ferme, mais portant une profonde tension sous-jacente. Sarah désigna la carte du port de Boston. « Nous allons arrêter Caleb pendant qu'il effectuera une livraison à Victor Petrov. C'est à ce moment qu'il est le plus vulnérable. Et c'est notre meilleure chance de faire tomber toute son opération. Selon ma source, Martha Jenkins sera également là pour surveiller Harper. C'est la seule opportunité que nous ayons de la faire sortir en toute sécurité. » Ethan hocha la tête. « Donc nous prenons les 3. » Juste à ce moment, le téléphone d'Ethan sonna. C'était Pat Miller. Sa voix était pressée, teintée d'inquiétude.
Monsieur Thorne, je viens d'entendre Martha au téléphone. Elle parlait d'un long voyage, et qu'elle ne reviendrait jamais à Boston avec Harper. Je crois qu'elle a l'intention d'emmener la fille très loin. En entendant les mots de Pat, Ethan sentit sa poitrine se serrer. La confirmation du plan de Caleb ne faisait que souligner l'urgence de la situation. Merci, Pat. Vous venez de lui sauver la vie. Il mit fin à l'appel et regarda Sarah avec une détermination inébranlable. Ce soir. Nous agissons ce soir. Sarah hocha brièvement la tête. D'accord. Nous avons déjà l'emplacement et l'heure, un entrepôt abandonné sur les quais. Et comme le hasard fait bien les choses, Caleb a fixé la rencontre avec Victor par une nuit orageuse. Il pense que le mauvais temps couvrira ses traces. Ethan se leva de sa chaise. Je veux être là. Sarah le fixa d'un regard dur. Ethan, tu sais ce que cela signifie. C'est dangereux. Tu n'es pas un agent entraîné. Je m'en fiche, dit fermement Ethan. Je dois être là pour l'identifier, pour la protéger. Je ne la laisserai pas disparaître à nouveau. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser entièrement le destin de Harper entre les mains de quelqu'un d'autre. Sarah scruta ses yeux un instant, puis hocha la tête à contre-cœur. Elle comprenait ce genre de détermination. D'accord, mais tu suis toutes les instructions. Tu porteras un gilet pare-balles, et tu resteras avec moi en tout temps. La nuit tomba. Le port de Boston était enveloppé d'un épais brouillard alors que la pluie commençait à tomber à verse. L'air froid et humide portait le son des vagues qui claquaient contre les pieux, le gémissement lointain d'une corne de brume, et le crissement des pneus de camion sur le gravier mouillé. À travers la brume, la forme massive d'un entrepôt abandonné se dressait. À l'intérieur, tout était noir absolu. À l'extérieur, caché dans l'obscurité et la pluie, l'équipe tactique du FBI était en attente. Des dizaines d'agents, entièrement armés, se déplaçaient silencieusement entre les piles de conteneurs d'expédition et les amoncellements de matériaux de construction mis au rebut. Ethan se tenait à côté de Sarah, portant un gilet balistique noir sur son costume. Le fusil de chaque agent était verrouillé et prêt pour ce qui allait arriver. Le cœur d'Ethan battait la chamade dans sa poitrine. Tout devait se terminer ce soir. C'était leur seule et unique chance. Le compte à rebours officieux avait déjà commencé. La forte pluie enveloppait le port de Boston. Les gouttes de pluie tambouraient sur le toit en tôle ondulée de l'entrepôt abandonné, composant une symphonie sombre. Un épais brouillard s'accrochait comme un rideau, dissimulant tout à la vue. De temps en temps, le balayage aveuglant des phares d'un camion fendait la brume, peignant des traînées de lumière fantomatiques dans le froid mordant. L'odeur humide du métal rouillé se mêlait au sel de la mer, oppressant d'un poids suffocant. Cachés dans l'ombre, Ethan Thorne et Sarah Mitchell attendaient avec l'équipe tactique du FBI. La respiration d'Ethan était lourde, sa poitrine serrée. Portant un gilet pare-balles, sa main se serrait et se desserrait au rythme des battements de son cœur. Il jeta un coup d'œil à sa montre. L'affaire allait bientôt avoir lieu. Un camion noir roula lentement dans l'entrepôt, son moteur grondant et déchirant le silence. La porte s'ouvrit et 3 silhouettes en sortirent, leur forme changeant dans la faible lumière. D'abord vint Caleb, grand, mince, emmitouflé dans un épais manteau, le visage de glace. Ensuite Victor Petrov, le baron de la contrebande, bâti comme un mur. Et enfin, une petite silhouette familière traînée de près par Martha Jenkins, Harper. Au moment où il vit sa fille, Ethan se figea. Son cœur se serra. Elle portait toujours ce vieux manteau gris, son visage pâle de froid et de peur. À cet instant, toute la discipline et la patience qu'Ethan avait forgée pendant des décennies semblèrent se briser. Il voulut sortir de sa cachette à ce moment-là, la prendre dans ses bras et la tirer hors de cet enfer. Debout à côté de lui, Sarah Mitchell perçut le changement dans son expression. Elle tendit la main, lui saisissant fermement le bras, et secoua subtilement la tête. Ses yeux envoyèrent un message silencieux, attendez le signal. Ethan inspira profondément, se forçant à se stabiliser, à faire confiance à Sarah et à son plan. Caleb et Victor s'enfoncèrent plus loin dans l'entrepôt. Martha poussa Harper dans un coin sombre et monta la garde devant elle, les yeux vifs. L'échange commença. Caleb déverrouilla une vieille mallette en cuir, révélant des piles de billets serrés. Victor présenta une autre mallette, plus légère à l'apparence. Les deux hommes échangèrent leurs mallettes. C'était le signal. Allez.
commanda Sarah. En un instant, l'entrepôt explosa de lumière. Des projecteurs jaillirent de toutes directions, déchirant l'obscurité et inondant la pièce d'une lumière crue. L'air éclata de bruits de pas martelants, du cliquetis sec des armes prêtes à tirer, et du cœur hurlé des agents qui s'engouffraient de toutes parts. FBI. Main en l'air. Ne bougez pas. Le chaos éclata. Victor Petrov réagit comme l'éclair, sortant un pistolet de l'intérieur de son manteau. Mais avant qu'il ne puisse tirer, des agents étaient sur lui. Un coup de feu claqua dans l'air alors qu'il se défendait, mais en quelques secondes, il fut projeté au sol et maîtrisé. Dans la frénésie, les yeux de Caleb balayèrent l'entrepôt. Ils se posèrent sur Ethan. Son regard étincela d'un mélange de terreur et de purène. Il savait qu'il avait été piégé, et en un instant, son instinct le plus impitoyable prit le dessus. Il se jeta sur Harper, saisissant son bras, essayant de la hisser comme un bouclier humain, sa dernière carte. « Tu ne l'auras jamais, Ethan !» hurla Caleb, entraînant Harper avec lui dans une prise désespérée et sauvage. Mais Ethan fut plus rapide. Dans ce moment de chaos, il bondit vers sa fille avec une vitesse étonnante. Il n'y eut aucune hésitation, aucune peur. 9 ans d'attente, de recherche et de souffrance, tout cela se déversa dans ce seul instant. Il coupa la route à Caleb, se plaçant devant Harper, utilisant son propre corps comme bouclier pour la protéger. Un autre agent se précipita immédiatement pour l'aider. Caleb fut projeté sur le sol en béton humide, le cliquetis métallique net résonnant alors que ses poignets étaient menottés derrière son dos. Il se débattit et cracha des malédictions, mais c'était inutile. Martha Jenkins fut également maîtrisée quelques instants plus tard. Elle ne résista pas, s'effondrant comme une coquille vide. Tout se passa en un éclair. Alors que l'entrepôt retombait dans le silence, seul le son de la pluie martelant le toit et le léger cliquetis des menottes subsistaient. Ethan se retourna. Harper était là, tremblante, ses yeux bleus débordant de larmes. Elle regarda Ethan, son regard mêlant peur, confusion et quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Ethan ne l'étreignit pas tout de suite. Il savait qu'il devait d'abord finir ça. Il se tourna vers Caleb, qui était maintenu au sol par 2 agents. Les yeux d'Ethan étaient froids comme de la glace, pourtant au fond d'eux brûlait le feu de 9 années de rage. « Pourquoi, Caleb ?» demanda Ethan, sa voix basse et grondante comme un rugissement. « Pourquoi as-tu fait ça à Lorraine ? À Harper ?» Caleb esquissa un sourire tordu et venimeux, ses lèvres tachetées de sang. « Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? Tu m'as ruiné, Ethan. Tu m'as viré de l'entreprise, volé tout ce que j'avais bâti. Tu m'as laissé sans un sou, forcé à pourrir dans l'ombre. » Ethan le fixa, les souvenirs affluents. 9 ans plus tôt, Caleb avait été un associé prometteur dans l'entreprise technologique d'Ethan, mais il avait secrètement détourné des millions, transféré l'argent vers des comptes offshore et tenté de voler des brevets clés. Ethan avait découvert le stratagème, recueilli des preuves irréfutables et l'avait traîné en justice. La sentence avait non seulement dépouillé Caleb de tous ses biens, mais avait détruit sa réputation, l'empêchant de jamais remettre les pieds dans le monde des affaires légitimes. C'était un coup écrasant que Caleb ne pourrait jamais pardonner. « Tu t'es attiré tout ça, Caleb » dit fermement Ethan. « Tu as triché, tu as volé. Tout ce que j'ai fait, c'est te tirer de l'ombre. » Me tirer de l'ombre ? Tu m'as jeté en enfer. Et je veux que tu ressentes la même perte, que tu perdes tout ce que tu as de plus cher. Ta famille est la seule chose dont tu aies jamais été fier. Je te l'ai prise. Je veux que tu vives en enfer pour le reste de ta vie, tout comme moi. C'est ça, ta vengeance insensée. La voix d'Ethan était sèche, son visage se durcissant. Tu penses avoir le droit de détruire une famille, de voler un enfant innocent, juste à cause de ton égoïsme ? Tu es un monstre. Monstre ? Caleb rit, le son résonnant dans l'entrepôt vide. C'est toi qui as créé ce monstre, Ethan. Tu n'aurais jamais dû défier Caleb. Il se débattit, mais les agents le retinrent encore plus fermement. Sarah Mitchell s'avança, posant une main sur l'épaule d'Ethan. Ethan, ça suffit. Nous nous occupons de lui. Elle rencontra le feu ardent dans les yeux d'Ethan, sachant qu'il avait besoin de laisser éclater sa colère, mais ce n'était pas le moment. Ethan se détourna.
Il ne voulait plus regarder Caleb une seule seconde. La colère était toujours là, mais un autre sentiment montait encore plus fort maintenant, le soulagement. L'homme derrière sa tragédie avait été capturé. Quand il se retourna, Harper était là, tremblante, ses yeux bleus débordant de larmes. Elle regarda Ethan, son regard mêlant peur, confusion et une réalisation naissante. Ethan s'agenouilla, ses mains encadrant doucement le petit visage de sa fille. « Harper » murmura-t-il son nom. Harper le regarda dans les yeux. Il n'était plus inconnu. C'étaient les mêmes yeux qu'elle avait vus au marché, dans la ruelle, chauds, pleins d'amour. Elle hésita, puis dans un mouvement soudain et inattendu, elle jeta ses bras autour d'Ethan. Pour la première fois de sa vie, elle étreignit volontairement un homme qu'elle connaissait à peine. Au milieu du bruit de la pluie, alors que le chaos autour d'eux se calmait lentement, un seul mot glissa des lèvres de Harper, doux mais assez clair pour qu'Ethan l'entende, un mot qu'il avait désiré pendant 9 longues années, « papa ». Le mot « papa » résonna à travers la pluie comme un coup de foudre, transperçant directement le cœur d'Ethan. Il brisa 9 ans de silence, 9 ans de douleur, 9 ans de recherche. Tout son monde s'ouvrit, toute la colère, l'amertume, l'impuissance disparurent en cet instant. Ethan serra fortement sa fille dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux mouillés. Ses larmes se mêlèrent à la pluie, mais c'étaient des larmes de libération, des larmes d'un rêve enfin réalisé. Le matin après cette nuit fatidique et pluvieuse, une rare, douce et dorée chaleur du soleil d'hiver traversait les larges fenêtres avant d'une nouvelle maison en périphérie de Boston. Ce n'était pas le Penthouses froid et impersonnel où Ethan vivait autrefois, ni la vieille maison humide et moisie qui appartenait à Martha. Celle-ci était plus petite, plus chaleureuse, nichée derrière un jardin luxuriant, avec une allée de pierre menant à la porte. Dans la cuisine, le soleil inondait la table à manger en chêne. Harper était assise là, ses yeux bleus scintillant dans la lumière naturelle. Le vieux manteau gris qu'elle portait autrefois avait été remplacé par une tenue douce et chaude. Elle était complètement absorbée par son dessin, ses petites mains se mouvant avec assurance sur le papier, traçant des lignes simples mais significatives. Sur la page, il y avait un dessin d'une petite maison avec un toit rouge, des arbres tout autour, et en dessous, elle avait écrit en lettres inégales, « C'est la maison ». Ethan entra dans la cuisine, le léger arôme de café et de pain grillé flottant dans l'air. Il regarda Harper et un léger sourire apparut, un sourire qu'il réalisa n'avoir pas vraiment ressenti depuis 9 ans. Posant sa tasse de café, il sortit de sa poche une vieille photographie usée par le temps. C'était Lorraine, sa femme, son sourire radieux encadré par des yeux doux et bienveillants. Il plaça la photo devant Harper. « Harper, dit-il, sa voix douce et pleine de chaleur, c'est ta mère, Lorraine. » Harper leva les yeux, son regard fixé sur la photographie. Elle tendit la main et toucha légèrement le visage de la femme sur la photo. Ses yeux brillaient de curiosité, teintés d'une tristesse lointaine. Ethan s'assit à côté d'elle et commença, « Ta mère était la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais connue. Elle était intelligente, gentille et elle t'aimait plus que tout. Tu étais tout son monde. Elle adorait lire, entretenir son jardin de fleurs, et elle avait le plus beau des sourires. » Il lui parla de Lorraine, de leurs souvenirs ensemble, des rêves qu'ils avaient pour l'avenir de Harper. Il ne cacha pas la vérité sur la mort de Lorraine, mais parla d'une manière qu'un enfant pouvait comprendre, sans amertume, seulement avec amour et nostalgie. Harper écoutait, ses yeux ne quittant jamais la photographie. Elle n'avait jamais su qui était sa mère. Les mots d'Ethan étaient comme les premières pièces d'un puzzle, formant une image de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qu'elle aimait déjà. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Ethan sonna. C'était Sarah Mitchell. « Ethan », la voix de Sarah portait une note lourde et décisive, « L'affaire est close. Caleb et Martha Jenkins ont tous deux été formellement condamnés pour de multiples chefs d'accusation, enlèvement, extorsion et complot dans un réseau de contrebande internationale. Caleb fera face à la prison à vie. Martha écope également d'une longue peine de prison. Il n'y a plus de menace, Ethan. Elle est en parfaite sécurité maintenant. » Ethan laissa échapper un long soupir, comme si un poids énorme avait été soulevé de ses épaules. « Merci, Sarah, pour tout. » Raccrochant, il se tourna vers Harper. Il la serra dans une ferme étreinte, pressant son visage dans ses cheveux doux. « À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais peur, Harper. Tu es à la maison. » Harper se blottit contre lui, s'imprégnant d'une chaleur et d'une sécurité qu'elle n'avait jamais connues.
Plus de paroles dures de Martha, plus de longs voyages mystérieux, plus de vie dans la peur d'être enlevée. Elle avait un père maintenant, et un foyer. Après cela, père et fille sortirent dans le jardin. Ethan donna une légère poussée à la toute nouvelle balançoire qu'il avait montée la nuit précédente. Harper y grimpa, et Ethan la propulsa doucement dans les airs. Une légère brise caressa ses cheveux. Pour la première fois, Ethan vit Harper sourire, vraiment sourire. Ce n'était pas le sourire timide et contenu qu'il avait vu auparavant. C'était un vrai sourire, pur, débridé et innocent, le sourire d'une enfant qui avait enfin trouvé son foyer, libéré d'une cage invisible. Harper rit, et son rire était comme une mélodie fraîche, pleine d'espoir, résonnant dans le jardin. Ethan resta là, observant sa fille, le cœur rempli d'une profonde paix et d'un espoir ardent pour l'avenir. La longue recherche était terminée, mais le chemin de la guérison et de la reconstruction de leur famille ne faisait que commencer. La petite maison à la périphérie de Boston, où le rire de Harper commença à retentir pour la première fois, n'était pas seulement la conclusion d'un voyage épuisant, mais aussi le début d'une nouvelle vie. L'histoire d'Ethan Thorne et de Harper ne se résume pas à une simple découverte et à des retrouvailles. Elle a ouvert la porte à des vérités plus profondes sur l'amour, la résilience et la justice. Nous avons marché avec Ethan à travers 9 longues années de douleur, d'impuissance et de souvenirs obsédants. Pourtant, au moment qui semblait le plus désespéré, une étincelle d'espoir a jailli, le poussant à briser toutes les barrières. Cette histoire nous enseigne la force extraordinaire de l'amour d'un père, un amour qui n'abandonne jamais, et une foi qui peut perdurer à travers le temps et surmonter toute adversité. Quand un père refuse d'arrêter de chercher son enfant, et quand un enfant retrouve instinctivement le chemin de la maison, c'est la preuve du lien incassable qu'est la famille. Et puis nous avons vu la vengeance aveugle de Caleb. Autrefois un partenaire commercial raté, il s'est transformé en monstre, détruisant la famille d'un autre homme par pur égoïsme et haine personnelle. L'histoire de Caleb est un rappel que l'avidité et l'envie peuvent pousser une personne à commettre les actes les plus brutaux, détruisant non seulement la vie des autres, mais finalement la leur aussi. La justice peut arriver tard, mais en fin de compte, elle sera rendue, forçant ceux qui commettent le mal à faire face aux conséquences. Pour Harper, la vie à l'intérieur de cette cage dorée était un cycle étouffant d'endurance et de résignation. Pourtant, même dans l'obscurité, une faible lueur d'espoir vacillait toujours. Elle prenait la forme de petites gentillesses de Pat Miller, et de fragments flous d'un passé qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Cela prouve que même dans les circonstances les plus difficiles, la gentillesse et la compassion humaine peuvent faire une différence, plantant les graines de l'espoir dans les cœurs les plus fragiles. Nos vies sont remplies d'épreuves. Parfois, nous sommes confrontés à des pertes irréversibles, à des ennemis cruels, ou à des secrets profondément enfouis. Mais le message essentiel de cette histoire est clair, n'abandonnez jamais l'espoir et ne perdez jamais la foi en la justice. Peu importe la difficulté du chemin, peu importe la durée de l'attente, la vérité finira par éclater, et les liens les plus sacrés retrouveront leur chemin. L'histoire entre les rues de Boston touche à sa fin, mais le nouveau voyage d'Ethan et Harper ne fait que commencer. Ensemble, ils panseront leurs plaies, reconstruiront leur lien familial et exploreront un avenir qu'ils croyaient autrefois impossible. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la recherche d'Ethan? Si vous aviez été à sa place, qu'auriez-vous fait différemment dans la bataille juridique d'il y a 9 ans pour éviter la tragédie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, car parfois, tant que vous n'abandonnez pas, les miracles vous trouvent.